Un podcast ici. Le 26 octobre 1981, à Newport, dans l'État de Rhode Island, sur la côte est des États-Unis, Stephen Callahan, un Américain de 29 ans, part en mer à bord d'un sloop de 6,50 m, le Napoléon Solo, pour traverser l'Atlantique dans les deux sens en solitaire. C'est le rêve d'une vie qu'il s'apprête à réaliser. La première moitié de son périple se déroule à merveille. Stephen atteint les îles Canaries au large du Maroc sans rencontrer de difficultés majeures. Le 29 janvier 1982, il se trouve en pleine forme pour repartir en direction des Caraïbes et bénéficie en outre de conditions climatologiques idéales. Pendant une semaine, il profite ainsi d'un panorama ensoleillé et ressent une véritable sensation d'osmose avec la nature. J'avais l'impression d'être une créature de la mer, a-t-il confié à son retour. Mais cette période ne va pas durer. Le temps commence effectivement à se dégrader alors que son voilier vogue au milieu de l'océan Atlantique. Le 3 février 1982, Stephen doit affronter des vents qui soufflent à près de 70 km/h. La mer est de plus en plus agitée. En marin expérimenté, le jeune homme garde toutefois son calme et le contrôle sur son bateau. « J'avais affronté des conditions bien plus difficiles auparavant », a-t-il expliqué. À la tombée de la nuit, il active le pilote automatique et part s'allonger sur sa banquette quelques heures. Vers minuit, une explosion assourdissante le réveille en sursaut. Le choc est tellement important que Stephen pense que son voilier a dû être percuté par une baleine. Le Napoléon Solo se remplit d'eau en moins d'1 minute et pointe rapidement l'avant dans l'eau. Le jeune aventurier doit réagir au plus vite s'il ne veut pas sombrer avec son embarcation. Il va réunir le minimum de matériel de survie, 1,5 kg de vivres, 3 litres d'eau dans des canettes de survie, un distillateur solaire, des lignes de pêche et un fusil sous-marin. Une fois ses affaires réunies, il saute sans se retourner dans son radeau à l'habitacle de 1,68 m de diamètre. Une véritable coque de noix qui est baladée sur une mer avec des creux de 2 à 3 mètres. Le lendemain matin, le jeune homme est dans un état psychologique préoccupant. Son voilier a sombré et avec lui son rêve. Il a l'impression, dit-il, que l'on a ôté une à une toutes les couches de protection autour de ses nerfs jusqu'à ce qu'il soit complètement à nu. Et là, Stephen n'est pas au bout de ses peines. Pendant 3 jours qui lui paraissent une éternité, il doit affronter une violente tempête. Lorsque celle-ci se calme enfin, de nouveaux dangers apparaissent. Le marin découvre que son corps est couvert de furoncles et qu'il y a des fuites dans son radeau. Stephen colmate les trous dans son pneumatique avec des moyens de fortune qui, hélas, ne tiennent guère. Le 6e jour après le naufrage, un requin blanc de 3 mètres de long décrit des cercles autour de son embarcation, puis disparaît soudainement dans les profondeurs. Le 11e jour, l'un d'eux, ou est-ce le même, mord l'une des poches de ballast. Heureusement, ce n'a pas d'incidence sur le reste de l'embarcation. L'espoir revient quelque peu pour Stephen quand il parvient, après bien des essais, à dessaler de l'eau de mer à l'aide du distillateur solaire. Il réussit aussi à pêcher quelques poissons. Il ne pense pas alors que cette activité pourrait se montrer bien plus menaçante que les requins qui continuent sans cesse de rôder autour de lui. Car le 43e jour après le naufrage, Stephen harponne une grosse dorade avec une arme qu'il a lui-même fabriquée à bord. Sa prise se débat violemment et brise la flèche, ouvrant une brèche de 10 cm dans le tissu du canot. Un des côtés du radeau se dégonfle. Le niveau d'eau monte irrémédiablement. Le radeau ressemble désormais à un pauvre hamac retourné sur les flots. Déjà, les poissons mordent à travers le caoutchouc, raconte Stephen. Pendant 5 heures, j'essaie de combler les ouvertures. Je suis tellement épuisé que je m'endors, roulant ça et là dans le radeau détrempé. Le lendemain,
Le radeau est de nouveau périlleusement dégonflé. Il faut remettre de l'air et tenter encore et toujours de boucher les trous de façon hermétique. Grâce à ces efforts, Steven parvient à diminuer la fuite. Il n'est plus obligé de regonfler le radeau au même rythme acharné. Les jours qui suivent sont malgré tout terribles. Les pieds constamment dans l'eau, les plaies à vif. Steven explique qu'il voit son corps pourrir sous ses yeux. Le 76e jour après le naufrage. Les oiseaux tournent au-dessus de son radeau comme s'ils étaient appâtés par cette odeur de mort. Tout semble fini pour Steven. D'une façon ou d'une autre, ce voyage va s'achever aujourd'hui, écrit-il. Il se trouve alors seulement à 5 ou 10 milles d'une île luxuriante, mais n'envisage que deux issues possibles. Soit il s'écrase au nord contre les falaises de corail asséchées, soit il atteint la plage au sud et s'y effondre, incapable de marcher ou même de se traîner. Et c'est alors que le miracle se produit. Un bateau de pêcheurs de Marie-Galante vient à sa rencontre. Ils prennent le naufragé à bord. À l'approche de l'île, Steven dit ressentir l'extase d'une vie nouvelle. Il aura passé au total 76 jours dans une embarcation pneumatique percée de toutes parts, à la merci des requins, avec, à l'origine, pour seule denrée, 3 litres d'eau et 1,5 kg de nourriture.